Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Mali entre officiellement dans une nouvelle ère. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué ce 22 juillet la nouvelle constitution qui ouvre la voie à la naissance de la 4e République. L'accélération de l'intégration régionale passe nécessairement par le développement des infrastructures. Or, le financement des 10 projets est souvent confronté à de nombreuses contraintes. La Banque africaine de développement invite donc les établissements financiers à investir davantage dans ce domaine. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines de football, ambitionne de faire de la CAN 2023 une édition mémorable. La Fédération ivoirienne de football a lancé le 19 juillet l'opération dénommée « Un Ivoirien, un maillot » en vue d'assurer la mobilisation des supporters autour des éléphants. Mais tout d'abord, Lomé, depuis ce dimanche 23 juillet, une nouvelle terre de consultation entre les parties en conflit au Darfour. Des discussions ont été ouvertes dans la capitale togolaise sous l'égide du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé. Les leaders du Darfour sont réunis jusqu'à ce lundi 24 juillet dans le cadre de discussions en vue d'atténuer les effets de la guerre et de préserver l'unité de la société, d'après les informations fournies par les autorités togolaises. Ces dernières ont d'ailleurs précisé que cette réunion parallèle n'éclipsait pas les discussions de paix menées actuellement par l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'IGAD et les pays voisins du Soudan. Rappelons que le conflit entre généraux qui sévit au Soudan depuis le 15 avril dernier est particulièrement meurtrier au Darfour. Ce samedi 22 juillet, au moins 20 civils ont été tués dans cette région soudanaise. Concrétisation au Mali du projet de nouvelle constitution initié par le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition a promulgué ce samedi 22 juillet la nouvelle constitution ouvrant la voie à la naissance de la 4e République, et ce au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du référendum des 11 et 18 juin dernier. Approuvé à 96,91% des suffrages et contesté par une partie de l'opposition. Cette nouvelle constitution renforce et étend les pouvoirs du chef de l'État. Elle en fait désormais le responsable de la politique du gouvernement et lui donne la possibilité de saisir directement l'Assemblée nationale. Le président Assimi Goïta s'est adressé à la nation pour officialiser ce nouveau départ. Écoutons-le. Maliens, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, dont l'infinie bonté nous a permis de voir ce jour heureux pour notre peuple. En effet, c'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer le texte de la Constitution adopté par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023. Dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Mes chers compatriotes, l'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature, qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Mes chers compatriotes, à l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle Constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable de la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause,
chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique, sans aucune censure, en utilisant tous les moyens de communication existants. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Et je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Également dans l'actualité, remise en liberté provisoire ce 22 juillet de Fortuna Bisselele en République démocratique du Congo. Après plusieurs mois d'instruction, l'ancien conseiller du président Félix Tshisekedi, écroué depuis janvier dernier, est sorti de prison sur décision du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Rappelons que Fortuna Bisselele avait été débarqué du cabinet du président congolais mi-janvier avant d'être arrêté quelques jours plus tard par l'Agence nationale de renseignement ANR. S'en est suivi son inculpation pour trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits. Sa libération provisoire, sollicitée par ses avocats, faisait l'objet de discussions depuis plusieurs jours. Le développement des infrastructures se classe au rang des priorités en Afrique. Pour exploiter au mieux son potentiel économique, le continent doit investir 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures. Pourtant, ces projets peinent à trouver des financements auprès des banques. Ces dernières sont donc invitées par la Banque africaine de développement à se pencher davantage sur la question. Les précisions de Philomène Sine. L'intégration régionale reste une priorité essentielle pour l'Afrique. Cependant, une intégration réussie passerait nécessairement par le développement des projets d'infrastructures sur le continent. Afin de favoriser l'intégration régionale, les banques africaines devraient mieux se positionner pour accompagner le financement des infrastructures en Afrique. Et nous, en tant que banque commerciale, on vient compléter le dispositif de mobilisation de l'épargne. Notre rôle, c'est de transformer l'épargne collectée en local dans le financement des investissements et, entre autres, participer dans la syndication des prêts au profit des grands projets d'infrastructure. Et aux côtés des banques multilatérales, mais aussi aux côtés d'investisseurs institutionnels. La Banque africaine de développement suggère que les institutions financières africaines explorent de nouveaux modèles de financement des infrastructures, telles que les infrastructures financées par les ressources naturelles. Elles sont également appelées à canaliser l'épargne des ménages pour les transformer en un mécanisme de financement à long terme des projets d'infrastructures en Afrique. Il faut qu'on arrive, moyennant les entreprises africaines, les champions africains, les banques panafricaines africaines, les fonds souverains africains, les institutions de financement et les institutions aussi de pension, de compagnies d'assurance, à mobiliser une force de proposition, mais aussi une force de pression à l'échelle internationale pour que nous puissions impacter la perception du risque africain. Selon le rapport 2022 sur l'investissement en Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement, les opportunités d'investissement identifiées offrent des possibilités intéressantes pour l'intégration régionale et le renforcement du commerce entre les pays d'Afrique. Ainsi, les secteurs les plus marquants des opportunités d'investissement en Afrique sont l'alimentation et les boissons, les infrastructures et les soins de santé.
Nouvelle étape dans les relations de coopération entre le Cameroun et le Maroc. Les deux pays ont signé le 18 juillet un mémorandum d'entente en matière de météorologie et climatologie. Le but, fournir des informations de qualité aux décideurs et aux populations. À l'heure où l'Afrique est confrontée à de nombreux événements climatiques extrêmes, les explications de Eugène Chema. Anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes, c'est l'une des attentes du Cameroun dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec le Maroc dans la promotion des activités de collaboration en matière de météorologie et de climatologie. À travers l'expertise du Maroc, le ministère des Transports du Cameroun espère fournir une information météorologique de qualité aux décideurs et aux populations. Nous avons constaté avec beaucoup de dégâts, des inondations, la volonté pour les deux pays de prévenir les alertes précoces et de fournir à tous les usagers. Aujourd'hui, rien ne se fait sans la météorologie. Nous devons donc tenir compte de tous ces espaces, de ces éléments-là pour prévenir et surtout lancer les opérations que nous avons à mener. Les changements climatiques provoquent dans diverses parties du monde des hausses de température, sources de sécheresse, inondations, risques de maladies, crises alimentaires, perte de la biodiversité. Les données climatiques sont utiles dans ce cadre pour prévenir et permettre aux populations de mieux gérer les catastrophes dans leur milieu de vie. Le Maroc a forgé une expérience en la matière pour gérer les phénomènes de stress hydrique que le royaume subit. Cet accord nous permet de développer les relations bilatérales entre le Maroc et le Cameroun dans ce domaine, ainsi que de partager les expériences réussies. Le partenariat permettra d'établir des alertes précoces pour des réponses appropriées et rapides, ainsi qu'un renforcement de capacité des acteurs œuvrant dans ce secteur. Le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Massenangale Bibere, compte aussi améliorer la coopération avec le Maroc dans d'autres secteurs tels que les transports ferroviaires, routiers, aériens et maritimes. Il a à cet effet eu également des échanges avec le ministre des Transports et de la Logistique du Maroc, Mohamed Abdel Jalil. Partons à présent à la découverte d'un projet engagé dénommé « Je suis africain et fier ». Il s'agit d'une initiative menée par un jeune Camerounais, un photographe du nom de Georges Takam. Son ambition, valoriser les teints naturels et les peaux noires à l'heure où la dépigmentation et le colorisme font rage. Plus de détails avec Séverin Douqueux. Elles sont belles, mais surtout originales, avec une peau naturelle sans transformation. Ces photos sont quelques clichés développés par Georges Takam, un passionné de photographie. La trentaine, le jeune homme veut sensibiliser sur les méfaits de la dépigmentation à travers son projet de photographie intitulé « I am African and proud ». Je suis africain et fier, et dont des acteurs sont de jeunes femmes ayant gardé leur teint naturel malgré diverses influences. L'idée est d'inciter les femmes et même les hommes africains à se garder, de se décaper la peau et de s'assumer comme tels. À travers cette série photo, je veux revaloriser, redynamiser ces personnes-là qui, malgré les influences du temps et de la modernisation, réussissent quand même à garder leur teint naturel. Nous décrions, nous dénonçons, nous invitons ces personnes-là à encourager davantage ces hommes et femmes qui gardent leur teint naturel au quotidien malgré les influences. Georges Takam voit plus loin avec son projet I am African and proud. Grâce au numérique, le photographe veut aller au-delà des questions de dépigmentation. Le fond photographique est en fait une natte traditionnelle numérisée. À travers cet objet ancré dans les us et coutumes africaines, mais de moins en moins utilisé de nos jours, Georges appelle les jeunes en perte de repères à un retour aux sources, à s'investir, à renouer avec leur culture et tradition, seuls témoins de leur essence et à même de briser le sentiment d'infériorité. Aujourd'hui, nous savons que les Africains sont en perte de repères. Quand on parle d'identité, ça renvoie aussi à nos cultures, à nos traditions. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser pour mettre en valeur cette identité et ces artisans locaux. Donc j'ai travaillé sur ce concept avec des artisans locaux qui tissent des nattes. Le teint noir, ça symbolise aussi la fertilité, la fécondité, la pureté.
5 ans déjà que le passionné de photographie poursuit son aventure dans la sensibilisation contre la dépigmentation de la peau avec l'adhésion du jeune volontaire au projet photographique I Am African and Proud. Un projet qui va se déporter à travers les villes du Cameroun avec à chaque fois le même objectif, valoriser les variétés des teints naturels des Africains. Opération de mobilisation des supporters autour des éléphants en Côte d'Ivoire. Une stratégie dénommée « Un Ivoirien, un maillot » a été lancée le 19 juillet par la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit d'une politique de mobilisation pour soutenir l'équipe nationale pendant la CAN 2023 qui débutera en janvier prochain sur le sol ivoirien. Les précisions de Joël Balou. À 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, qui se tient en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football, à travers son président Yacine Idriss Diallo, a lancé une vaste campagne de mobilisation des Ivoiriens. L'opération « Un Ivoirien, un maillot » vise à inciter les Ivoiriens à faire corps avec leur équipe nationale pour une organisation parfaite et historique. Nous avons sollicité un certain nombre d'entreprises nationales. C'est cette opération qu'on appelle Un Ivoirien, un maillot, que nous sommes en train de lancer. Et nous avons commencé par les entreprises qui ont réglé, sans attendre, sans se poser de questions, se sont engagées parce qu'elles sont convaincues que le rapport est de nature à booster notre équipe nationale et à faire avancer le projet qui est notre, que nous avons tous, à savoir faire la meilleure CAN possible en termes d'organisation et faire la meilleure CAN possible en termes de performance. Pour cette 34e édition, surnommée CAN de l'hospitalité, sponsors et hommes des médias se sont joints à la Fédération ivoirienne de football pour faire de la CAN 2023 une édition mémorable. Je pense que c'est l'une des rares fois quand même que la FIFA pense aux journalistes en leur offrant des kits. Et ça, vraiment, c'est à saluer. Et cela va concourir à l'union sacrée autour des éléphants, parce que nous aussi, c'est notre équipe. Tout ce que nous pouvons faire pour accompagner ces éléphants à la victoire finale, nous allons le faire. La FIFA a proposé et obtenu de ses sponsors l'achat des maillots officiels des éléphants. Au total, plus de 1300 maillots des éléphants de la dernière collection ont été commandés par ces différents sponsors. Je suis fier aujourd'hui de représenter ce groupe et toute la société pour pouvoir accompagner ce grand projet qui est la CAN 2024. Pour notre part, on jouera notre rôle et à ce niveau, à chaque fois qu'on aura besoin de nous, qu'on nous sollicitera, nous répondons présents. Et j'ai entendu le président Yacine Diallo dire qu'il y a des matchs qui vont commencer à se jouer au stade de San Pedro. Nous y serons présents et nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe très bien. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le compte à rebours est lancé. Pour l'heure, la CAF prévoit mi-août ou fin août la réception des infrastructures sportives de la CAN 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.